Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Nous allons parler de la théorie quantique des champs. Mais alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un champ en physique? C'est quelque chose de très simple. C'est un phénomène qui est caractérisé par une grandeur physique qui prend une valeur en tout point. Donc en tout point, la grandeur physique a une certaine valeur. Et c'est tout. Voyons quelques exemples. Soit une rivière. Alors, en tout point de la rivière, en chaque point, l'eau a une certaine vitesse. Et ainsi de suite, en tous les points de l'eau de la rivière. On a donc un champ de vitesse. Il ne faut donc pas chercher plus loin la signification de champ, c'est ça. Alors, prenons par exemple une pièce comme dans laquelle je me trouve. En chaque point, on a une certaine température, pas très différente, avec de l'air calme si la température ne varie pas, mais elle peut être légèrement différente en tout point. On a donc un champ de température. Vous pouvez voir ce genre de champ, par exemple, sur des cartes météorologiques. La grandeur physique peut être de nature très variée. Par exemple, la température est un simple nombre, qui est d'ailleurs parfois appelé un scalaire. Et on dit ainsi que l'on a un champ scalaire. La vitesse a une direction et une grandeur. C'est donc un vecteur. Et on parle alors de champ vectoriel. Il existe bien d'autres cas. Les champs spinoriels, qu'on rencontre d'ailleurs avec les électrons. Les champs, la gravitation est décrite par un champ dit tensoriel, qui est un peu plus compliqué qu'un vecteur, etc. Les champs sont omniprésents en physique. On les rencontre partout. Par exemple, dans un matériau, comme un bloc de béton, disons, il y a des forces de contrainte mécaniques en tout point. Donc en tout point, on a une force de contrainte et c'est donc un champ de force. Notons que ce champ de force n'a rien à voir avec l'usage qui en est fait parfois en science-fiction. Ça n'a rien à voir. Les ondes sont des phénomènes oscillants et étendus avec une grandeur en tout point. Par exemple, la hauteur de l'eau en tout point pour une vague. Ce sont donc des champs particuliers, des champs qui varient de manière périodique dans l'espace et dans le temps. Et ce sont des champs. Un exemple typique, c'est le son. C'est une variation périodique de la pression de l'air ou dans un matériau, ou dans un fluide. C'est donc un champ de pression. Notons aussi que dans ce cas, on a aussi une oscillation, une vibration du matériau ou de l'air. Si la vibration se fait dans le même sens que la propagation, imaginons par exemple des ressorts attachés bout à bout, avec des petites masses entre chaque ressort, alors ça va osciller dans ce sens-là, et on va avoir des vibrations qui se propagent de ressort en ressort, avec les masses qui oscillent dans le même sens que la direction de propagation. On parle alors d'onde longitudinale. Si c'est une vibration, une oscillation perpendiculaire au sens de propagation, par exemple une corde attachée à deux bouts, comme une corde de guitare. Ici, une corde de guitare ne vibre pas aussi fort, heureusement pour les doigts, mais il s'agit alors d'une vibration, ou comme une vague dans l'eau, c'est le même,
qui vibre mais perpendiculaire au sens de propagation de l'onde. On parle alors d'onde transversale. Le son dans l'air est une onde transversale. Les vibrations des molécules d'air se font perpendiculairement à la direction de propagation du son. Dans un solide, on a à la fois pour le son une composante longitudinale et une composante transversale, avec d'ailleurs des vitesses différentes pour les deux. Les ondes sismiques sont de cette nature. Ce sont des vibrations des roches solides du sol, avec des vibrations à la fois longitudinales et transversales qu'on peut capter avec des sismographes, par exemple. Et qui renseignent d'ailleurs sur l'intérieur de la Terre, puisque la vitesse et les directions de propagation des ondes sismiques dépendent de la composition du milieu souterrain, des roches, et de leur température, de la pression et de la température. On a dit que les particules quantiques étaient comme des ondes. Et on peut de fait leur associer un champ, dont la grandeur en tout point est un nombre complexe, c'est la valeur de la fonction d'onde. La fonction d'onde peut donc être vue comme le champ associé à une particule quantique. C'est particulièrement évident pour les photons. Les photons qui, au niveau classique, non quantique, sont décrits, donc c'est la lumière, les ondes électromagnétiques sont décrites par un champ électromagnétique. Les champs, de même, les phénomènes électriques et magnétiques se décrivent en effet avec les champs de même nom, champ électrique, champ magnétique, et en tout point, on a un vecteur électrique, comme pour le vecteur vitesse, et un vecteur magnétique. Une onde électromagnétique est transversale. Les deux vecteurs sont perpendiculaires entre eux et à la direction de propagation. Donc pour une onde électromagnétique, on a une oscillation du champ électrique et une oscillation perpendiculaire du champ magnétique, perpendiculaire entre eux et à la direction de propagation. Notons qu'il ne s'agisse pas ici d'une vibration. Il n'y a pas de déplacement latéral. On le dessine comme ça parce que c'est plus facile, mais ce qui varie périodiquement, c'est la valeur du champ électrique et du champ magnétique. Enfin, si on combine l'équation de Schrödinger avec la relativité restreinte, on y reviendra bientôt, on obtient pour l'électron une équation appelée équation de Dirac et qui décrit le champ de Dirac de l'électron. Donc, puisqu'on a des champs un peu partout, que donne alors la quantification que nous avons vue, quantification canonique, la quantification des champs? Alors, pour comprendre, commençons par quelque chose de plus simple. Considérons un oscillateur. Un oscillateur, c'est un système vibrant. Un oscillateur dit harmonique. On peut en donner un exemple avec un ressort avec une masse M pendue sur ce ressort et une certaine position de repos, une certaine longueur de repos pour le ressort, on va noter L0 ici, position 0. Si on tire sur la masse, celle-ci va osciller. Quand elle est plus basse, il y a une force de rappel qui tend à la faire remonter, et quand la masse est plus haut, le ressort étant comprimé, il y a une force qui tend à la repousser vers le bas. Et il va osciller de manière régulière. On dit que l'oscillateur est harmonique lorsque la force
de rappel qui tend à le ramener vers sa position de repos, lorsque cette force est proportionnelle, on va noter ça par epsilon, fois l'écart à la position de repos. On peut noter x. Epsilon fois x. Donc la force est linéaire, proportionnelle à l'écart x. Un tel oscillateur se décrit très facilement. Les équations sont très simples. Et on peut donner l'hamiltonien, qui est également très simple, qui est l'énergie cinétique de mouvement de la masse, plus l'énergie dite potentielle de traction ou de compression du ressort. Et cet oscillateur va osciller avec une fréquence de vibration constante, une vibration propre, de fréquence donnée, appelée fréquence propre, notée généralement oméga 0. En général, c'est la fréquence divisée par 2π, mais peu importe. Ici, appelons-le fréquence propre. Fréquence de vibration de ce ressort. Oméga 0 est fonction de la masse qui est ici et de epsilon, la constante de proportionnalité de la force, qui est appelée ici raideur du ressort. Un ressort raide exerce une grande force, un ressort moins raide est plus souple. Ce type de système, l'oscillateur harmonique, se retrouve un peu partout en physique. Le comportement élastique des matériaux, par exemple, il vibre. En électronique, bien sûr, les oscillateurs en électronique. On a aussi les oscillations des molécules. On les retrouve un peu dans tous les coins. Ils sont donc très utiles à étudier en physique et en mécanique quantique. Alors justement, pour le quantifier, on a besoin seulement d'une seule variable. X, la valeur de l'écart. C'est la seule variable qui caractérise l'état du ressort ou de l'oscillateur. X est l'impulsion de la masse, par exemple ici, associée. X et P. Et on a l'hamiltonien. Et on pose, bien sûr, la condition de quantification XP, le commutateur égale I H bar. Et c'est tout. On a besoin de rien d'autre pour faire tous les calculs. Alors le calcul des propriétés quantiques de l'oscillateur harmonique n'est pas très difficile. Et on trouve par exemple que l'énergie peut prendre des valeurs bien précises données par E égale n plus 1 demi h oméga 0. Pour un oscillateur classique, ressort avec une masse, la valeur de l'énergie peut être quelconque. De 0 quand il est au repos à une énergie très grande s'il oscille très fort et toutes les oscillations possibles intermédiaires. Suivant qu'on écarte la masse plus ou moins fort au départ, on a une certaine énergie de vibration. Pour l'oscillateur quantique, les valeurs sont données par ceci. N plus 1 demi fois H oméga 0. On reconnaît là notre H nu comme pour les photons. Et N est un nombre entier, positif, 0, 1, 2, 3, etc. Et ce sont les seules valeurs possibles. Notons deux choses importantes. La première, c'est qu'entre deux valeurs de n, disons entre n égale 2 et n égale 3, entre deux valeurs successives, l'énergie varie de h oméga 0. Ça rappelle l'énergie des photons. Et on va y revenir.
ça va être lié. Et on peut appeler cette variation d'une petite quantité minimale un quantum d'énergie. La deuxième chose importante, c'est que la plus petite valeur de l'énergie s'obtient pour n égale 0. Et dans ce cas-là, l'énergie, c'est 1 demi h oméga 0. Et chose qui peut surprendre, cette énergie minimale n'est pas nulle. Et donc l'oscillateur harmonique quantique n'est jamais au repos. Il reste toujours une petite vibration résiduelle. C'est en fait assez compréhensible, vu le principe d'indétermination. Si l'oscillateur quantique était au repos, il serait en son point d'équilibre, avec x égale 0, et au repos. Donc une vitesse nulle, donc une impulsion nulle, p égale 0. Des valeurs précises, avec delta x et delta p égale à 0. Et donc le principe d'indétermination serait violé. Comme il y a forcément un peu de flou, d'indétermination dans la position et l'impulsion, eh bien il y a toujours au moins une petite oscillation résiduelle. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.